Je vous raconte le crash de la Germanwings en mars 2015 au-dessus des Alpes. Le pilote était atteint de maniaco-dépression. Il s'est suicidé. Europe 1, Christophe Ondelatte. Il est 8h30 le 24 mars 2015 sur l'aéroport El Prat de Barcelone, en Espagne. Et voilà l'avion qui nous intéresse, là, face à la porte B, terminal 2. Cet Airbus A320 qui porte les couleurs de la Germanwings, la filiale low cost de la Lufthansa allemande. Dans 1 heure, à 9h35, cet avion doit décoller pour Düsseldorf, en Allemagne. C'est d'ailleurs de là qu'il vient. Il est arrivé il y a une demi-heure. C'est comme ça, le low cost. On atterrit et on redécolle le plus vite possible. Du coup, l'équipage est déjà à bord. Je vous les présente. Le commandant s'appelle Patrick Sondheimer. 34 ans. 6000 heures de vol au compteur. On mesure son expérience à son crâne légèrement dégarni. Le copilote, en revanche, Andreas Lubitsch, lui, c'est un bleu. 27 ans, 540 heures de vol sur A320 seulement. Mais bon, tous les vieux pilotes ont été jeunes. Il s'est laissé pousser la barbe pour faire monsieur. N'empêche qu'il a quand même le visage poupon d'un gamin. À 1 heure du décollage, le commandant descend faire le tour de l'avion, comme c'est la règle. Il regarde les parties sensibles, les volets, les moteurs, les trains, tandis que le copilote, lui, s'occupe du reste, du plein de carburant, du plan de vol, du contact avec la tour. 9h. L'embarquement va commencer. Et les passagers, vous savez ce que c'est, hein, sont déjà debout, comme si on allait leur voler leur place. Les passagers, je ne peux pas tous vous les présenter. Il y en a 144. Mais sachez qu'il y a là des lycéens allemands, 16, qui viennent de passer une semaine d'échange à Barcelone. Eux, ils se marrent, hein, ils parlent fort, tout le monde espère ne pas les avoir à côté. Il y a aussi 2 journalistes sportifs iraniens qui viennent d'assister au Classico de football FC Barcelone, Real de Madrid, et puis 2 chanteurs d'opéra allemands, Oleg Briac, un baryton, et Maria Radner, une jeune contralto, qui est là avec son mari et son bébé de 18 mois. Hier soir, ils ont chanté Siegfried de Wagner au théâtre Le Liceu de Barcelone. « 144 passagers, plus les 6 membres d'équipage. Pour ce vol vers Düsseldorf, il y aura donc 150 personnes à bord. L'embarquement est terminé. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie jetzt auch noch mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Ladies and gentlemen, we would now like to acquaint you with our safety procedures. 9h47. Avec quelques minutes de retard sur le planning théorique, mais c'est souvent comme ça, l'avion roule vers la piste numéro 7. À 10h, 1 minute et 10 secondes, l'A320 de la Germanwings décolle. Les conditions météo sont excellentes. Startbahn 2.5, es geht aufs Meer hinaus in Richtung Westen, dann eine Rechtskurve, grobe Richtung Parma. À 10h20, l'avion survole la Méditerranée et il change de cap en direction de Toulon. À 10h27, il atteint son altitude de croisière, 38 000 pieds, 11 500 mètres. C'est à 10h32, précisément, qu'au sol, les contrôleurs aériens remarquent que quelque chose ne tourne pas rond. Cet avion perd de l'altitude, légèrement, en pente douce, comme s'il se préparait à atterrir. Alors les contrôleurs tentent d'établir un contact radio. Germanwings Marseille contrôle. Pouvez-vous nous donner vos intentions? À quel niveau de croisière êtes-vous autorisé à voler? À vous? Il y a 5 minutes, le commandant Sondheimer répondait aux appels des contrôleurs. Et là, silence radio. Qu'est-ce qui se passe? 10h33.
Nouvel appel des contrôleurs aériens. Aucune réponse. Il lance alors un appel aux autres avions, ceux qui sont autour, pour qu'ils essayent d'établir une communication radio avec la 320. Négatif. Personne ne répond. Et pendant ce temps-là, l'appareil continue de descendre. Tranquillement mais sûrement. Il perd 3247 pieds par minute. 1000 mètres, 1 kilomètre toutes les minutes. À ce rythme, dans 10 minutes, il se crache sur le sud des Alpes. Chez les contrôleurs aériens, c'est la panique. 20 000 pieds, 19 000 pieds, 18 000 pieds, 15 000 pieds. La Direction générale de l'aviation civile donne l'alerte. L'armée, à son tour, tente d'entrer en contact avec l'avion allemand. Toujours sans succès. 10h38. L'appareil n'est plus qu'à 11 000 pieds, 3 000 mètres d'altitude. 10h40. Il passe la barre des 7 000 pieds, moins de 2 000 mètres. Il est au-dessus des Alpes. Il frôle le flanc des montagnes. Pour la 11e fois, le contrôle aérien tente de contacter l'Airbus. Échec, échec, échec. Comme s'il n'y avait personne dans ce fichu cockpit. C'est incompréhensible. Il peut arriver qu'un pilote fasse un malaise, mais pas les deux. Une panne de radio, alors ? Ou bien une prise d'otage ? Les pilotes sont empêchés de répondre. À 10h40 et 47 secondes, l'avion disparaît des écrans radars. Immédiatement, trop tard bien sûr, un Mirage 2000 décolle de la base d'Orange, il est 10h48, il arrive sur zone 7 minutes plus tard, là où l'avion a disparu des radars, au niveau du massif des Trois-Évêchés, dans les Alpes de Haute-Provence. Le pilote fouille l'horizon du regard, rien. Et il se met à chercher au sol. Il ne peut pas voler très bas, il ne voit pas très bien, mais à 11h01, il aperçoit sur le massif des Trois-Évêchés ce qui ressemble à des débris d'avion. L'armée de l'air prévient tout de suite la gendarmerie de Digne-les-Bains, la plus proche. C'est le gendarme Hureau qui est de permanence. On lui dit banco qu'un A320 vient de se cracher dans le massif des Trois-Évêchés et qu'il faut aller sur place. Il n'y croit pas. Un A320 ? Affirmatif. On parle bien d'un Airbus A320, un gros avion ? Oui, c'est ça. C'est irréel. L'hélicoptère de la gendarmerie arrive sur place à 11h11. Une scène de guerre. Les débris sont encore fumants. De l'hélico, on distingue un morceau de la carlingue et on voit nettement le drapeau allemand. On peut même lire l'immatriculation. Un premier gendarme était litreuillé sur les lieux du crash. Au sol, il s'attendait peut-être à trouver des corps entiers. Il rêvait sans doute qu'il y en ait qui respirent encore. Il n'y a que des morceaux de chair. Et de temps en temps, une main. Là, un pied. Un peu plus loin, un morceau de visage. Et là, un scalp. L'enfer sur terre. Faut que tu retrouves les boîtes noires. Reçu. Ça ressemble à quoi ? Les boîtes noires sont oranges. Et il y en a deux. Une qui enregistre les conversations dans le cockpit et une autre qui enregistre les paramètres techniques, l'altitude, la vitesse, les réglages des moteurs, les actions des pilotes sur les instruments. Le gendarme se met donc à chercher, bientôt rejoint par des collègues. C'est horrible. Il y a des lambeaux de corps partout. Il y a les objets des gens en plus, des bouts d'ordinateur, des casques, des morceaux de bagages, quelques vêtements, une peluche là. 150 vies déchiquetées. Et puis assez vite, le gendarme en voit une. Une boîte orange toute tordue, mais en un seul morceau. Dessus, il est écrit « Voice Recorder ». C'est la boîte noire qui a enregistré les conversations dans le cockpit. On va donc savoir ce qui s'est dit dans cette fichue cabine avant que le pilote et le copilote ne répondent plus aux appels. Est-ce qu'ils ont réalisé qu'ils plongeaient ? Est-ce qu'ils en ont parlé ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette cabine ? La boîte est emmenée au BEA, le bureau enquête et analyse du Bourget, près de Paris. À l'arrivée, à Düsseldorf, les familles sont au courant. Elles l'ont appris sur leur portable, comme vous, comme moi.
Pour qu'elle ne soit pas importunée, on a évacué l'aéroport. Sur le panneau d'affichage dans le hall, il n'y a pas d'heure d'arrivée pour le vol en provenance de Barcelone. À Barcelone aussi, on a dressé des tables, on accueille les familles effondrées. Et maintenant, il va falloir expliquer à tous ces gens-là ce qui s'est vraiment passé. Voilà donc pour ce récit que nous allons débriefer dans un instant avec mes deux invités, le professeur Henri Marotte, qui est un médecin spécialiste des questions aéronautiques, qui enseigne la médecine aéronautique à la fac de médecine et qui est membre du conseil médical de l'aéronautique française, et Laurent Oberton, qui est au téléphone, qui est un journaliste écrivain et qui a publié un bouquin sur ce sujet qui s'appelle Le Diable du ciel aux éditions Ring. Laurent Oberton, un mot peut-être sur cet enregistrement. J'ai cru comprendre en lisant votre livre que vous l'aviez entendu d'un bout à l'autre. Je suppose que c'est une épreuve, non ? Oui, absolument. Alors c'est une épreuve, surtout qu'on avait annoncé au départ, le procureur avait annoncé que les cris des passagers intervenaient à l'extrême fin de l'enregistrement. Et en réalité, les passagers s'aperçoivent rapidement qu'il y a un problème très grave, puisqu'ils voient, si vous voulez, dans le monocouloir de l'avion, ils ont face à eux le commandant de bord qui est derrière la porte et qui commence à taper à la porte et à paniquer et à hurler le nom de son copilote. Donc en fait, très rapidement, ils comprennent qu'il y a un problème très grave. Ils voient que l'avion descend, ils voient les Alpes approcher et donc pendant plusieurs minutes, en réalité, il y a des hurlements et il y a un mouvement de panique dans l'avion. Donc c'est peut-être le plus marquant. Et il y a aussi la respiration d'Andreas Lubitz, qui est une respiration qu'on entend très distinctement sur toute la durée de l'enregistrement, une respiration qui est parfaitement constante, du début à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun affolement, il n'y a aucun mot évidemment qui est prononcé, et il y a cette espèce de froideur, de détachement, de calme incroyable, parce qu'en plus il faut savoir que pour que l'avion descende pendant ces 10 minutes, il y a un seul bouton à actionner et après le copilote ne touche quasiment plus à rien. C'est-à-dire qu'il est assis dans son fauteuil et il voit, si vous voulez, le paysage se rapprocher, il voit la mort arriver. Et il y a comme ça un détachement qui paraît complètement surhumain pour ne pas, à un moment donné, avoir même le réflexe de redresser l'appareil et d'entendre, de subir les appels des contrôleurs et les cris derrière la porte. Enfin, il y a une sorte de sidération, quoi. Oui, c'est ça. Il a complètement basculé mentalement. Il est passé dans un autre état en fait, ce que les experts suicidologues appellent un état de constriction, c'est-à-dire que il voit plus, il entend plus, il est déjà ailleurs en fait. Il est déjà parti. Est-ce que vraiment, à 7 secondes de l'impact, on l'entend bloquer sa respiration ? Oui, c'est-à-dire que les experts ont isolé tous les sons, parce que vous avez les sons des alarmes, vous avez les sons des coups portés à la porte, des passagers, et vous avez cette fameuse respiration qu'on entend très très bien. Effectivement, à 7 secondes exactement avant l'impact, il y a un blocage, c'est-à-dire comme s'il avait pris son souffle, bloqué sa respiration, comme s'il se préparait, son corps se préparait à l'impact. Et c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant à entendre. Merci pour ce témoignage. On se retrouve dans un instant après la pub avec vous et avec le professeur Marotte pour retricoter ou détricoter cette histoire et parler de la santé mentale, de la manière dont on peut évaluer la santé mentale d'un pilote de ligne après la pub donc. On de la raconte sur Europe 1. Europe 1. On de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui cet événement incroyable qui nous a tous sidérés à l'époque, il y a un peu moins de 3 ans, le crash dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence en mars 2015 de cet avion de la Germanwings que le copilote allemand Andreas Lubitz, en pleine crise dépressive, a volontairement jeté contre la montagne. Et je veux débriefer maintenant cette histoire avec mes deux invités, le professeur Henri Marotte, qui est un professeur de médecine spécialisé dans les questions aéronautiques. Il enseigne à la fac et qui fait partie du conseil médical de l'aéronautique civile française, et vous, Laurent Oberton, qui avez écrit un livre qui serait presque un roman, parce qu'il y a dedans une réflexion personnelle, quelque chose de très littéraire sur cette affaire. Ce livre s'appelle Le Diable du ciel, aux éditions Ring. Avant de vous donner la parole, professeur Laurent Oberton, est-ce que il avait été diagnostiqué bipolaire? On disait maniaco-dépressif autrefois, c'est une expression qui fait un peu obstacle à la compréhension de cette maladie d'ailleurs. Est-ce qu'il avait été diagnostiqué, Andreas Lubitz?
Non, alors il y a eu plusieurs diagnostics. Il y a eu un diagnostic de dépression très très lourd qui a été porté en 2008 lors de sa formation, d'ailleurs qui lui a valu une interruption de sa formation. Et ensuite, quand il est devenu pilote titulaire, avec la pression, ils ont subi une pression très forte, ces jeunes pilotes, parce que les places sont très rares et que vous n'avez pas le droit d'être malade quand vous êtes pilote. C'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, il vaut mieux mentir plutôt que de le révéler à votre compagnie, sinon vous serez mis sur la touche très rapidement. On comprend que la compagnie ne peut pas s'embarrasser d'individus dépressifs ou pas très bien dans leur peau. Il n'est pas diagnostiqué bipolaire, il ne prend pas le médicament que prennent tous les bipolaires, qui est le lithium. Non, absolument pas. Il prend pas du tout le médicament. Non. Il est vraiment traité uniquement pour la dépression, et quand son cas vire à la psychose, il reçoit toujours le traitement qu'il recevait au départ pour la dépression, puisque comme ça avait marché à l'époque, il s'accroche un peu à cette idée que ça va le remettre sur pied. Mais à ce moment-là, il est déjà un peu coupé de la réalité. Si vous voulez, il fait ses diagnostics lui-même. Il est persuadé qu'il est en train de devenir aveugle, alors que les médecins ne trouvent pas du tout de cause organique à cette perte de vision. Donc on sent que déjà, il y a une psychose qui est bien installée et que en réalité, les médecins vont pas comprendre à temps la réalité du problème. Alors, professeur Marotte, le mot dépression fait beaucoup obstacle à la compréhension de tout ça, parce que les tas de gens emploient cette expression tous les jours, hein. Ma petite dépression, ma petite déprime d'automne, je la fais chaque année, etc. On parle là d'une maladie psychique qui appartient à la catégorie des psychoses, comme la schizophrénie, qui est la maniaco-dépression qu'on appelle bipolarité aujourd'hui. C'est une maladie référencée extrêmement lourde qui fait des dégâts chez l'être humain. Oui, bien sûr, vous avez quelques maladies comme ça, quelques maladies psychiatriques. On a tous en tête le terme de schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive. Je vais encore garder cette expression. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'on emploie le terme dépression aussi bien pour ce qu'on appelait jadis la mélancolie, une dépression très profonde qui amène à des actes graves. Et ce terme de dépression, on l'emploie aussi pour la petite déprime quotidienne, si je puis dire. Ce n'est pas du tout le même niveau de gravité et le même niveau de traitement qu'il faut appliquer. Alors c'est intéressant parce que Laurent Oberton vient de nous dire il n'avait pas été diagnostiqué. Et là on va tomber sur quelque chose, moi, qui va pas me faire que des amis, mais la psychiatrie est une science molle, oui ou non? Non. Vous voulez garder des amis, vous? Oui, je veux garder des amis, bien sûr. J'ai d'excellents amis psychiatres, même. Oui. Mais n'empêche qu'ils l'ont pas vu, ils le traitent depuis 2007. Le type est psychotique, il est dans une phase aiguë, ils l'ont pas vu. Je crois qu'il y a deux choses. Ça n'a pas été vu par les experts de la médecine aéronautique, de la médecine de l'aviation. Par contre, je ne sais pas si les praticiens civils qui s'occupaient de lui n'avaient effectivement pas diagnostiqué. Il lui aurait donné du lithium, mais il avait des antidépresseurs qu'il ne faut pas donner à des malades maniaco-dépressifs. À mon avis, c'est quand même un monsieur qui devait être un petit cachotier. Ça arrive, ça. Oui, il a fait des cachotteries aux médecins de la compagnie aérienne pour lui cacher ses troubles psychiques. Et puis il a dû faire également quelques cachotteries aux médecins praticiens qui le traitaient, et en omettant de leur dire qu'il était pilote, très probablement. C'est ça, hein, Laurent Oberton, on pourrait dire qu'il a dissimulé sa maladie. Ça fait partie probablement des psychoses, cette capacité à cacher sa propre maladie aux médecins. Laurent Oberton. Oui, absolument. Il a vraiment été très très doué, et même sa famille. Il informait une petite partie de sa famille de certains problèmes, mais d'autres membres de la famille ignoraient quasiment tout de son état. Donc il jonglait comme ça entre des tableaux de la réalité, et il parvenait à passer à peu près entre les gouttes. Il interdisait certains de ses médecins de se parler entre eux, de communiquer. Il en avait beaucoup, hein. À sa profession. Enfin voilà, il a vraiment tout fait pour ne jamais être découvert. Il avait beaucoup de médecins. Hein. Il les voyait les uns après les autres. Ah oui, depuis ses premiers problèmes en 2008, c'était devenu un peu une seconde nature, un réflexe, quel que soit le problème. Il se faisait même soigner pour des problèmes qui étaient peut-être beaucoup moins graves, mais il faisait vraiment appel aux médecins très très fréquemment, et peut-être que ça aussi, ça aurait pu alerter les spécialistes s'ils l'avaient su, puisqu'il se trouve qu'il changeait de médecin systématiquement. Alors on va marquer à nouveau une pause, et ensuite avec vous, professeur, je veux qu'on parle de ce que sont les règles. Ce qu'on entend dans l'histoire, c'est qu'un certificat médical d'un psychiatre de quartier suffit à valider le certificat de ce pilote. Est-ce que c'est la règle en France actuellement? Est-ce que c'est la règle en Europe? Est-ce que c'est la règle en Allemagne? On voit ça après la pub. On de la raconte sur Europe 1. Europe 1,
Ondelat raconte. Je vous ai raconté il y a quelques minutes le crash de l'avion de la Germanwings sur les Alpes en mars 2015 en raison de la dépression du copilote qui a précipité volontairement cet avion contre les montagnes françaises. Et il faut qu'on parle maintenant du système qui permet ou qui habilite des pilotes à voler ou à ne pas voler. Dans l'histoire que j'ai racontée, et je parle sous le contrôle de Laurent Oberton qui a fait un travail journalistique là-dessus, d'enquête, dans ce système-là, c'est un psychiatre privé, hein, vous me confirmez Laurent Oberton, c'est le psychiatre d'Andreas Lubitsch qui fournit les certificats médicaux qui régulièrement lui permettent de récupérer son certificat de pilote. Voilà, en fait, c'est ça qui lui a permis... alors, il faut quand même savoir qu'il était, depuis ses troubles dépressifs, c'était mentionné sur sa licence de vol. C'est-à-dire que tous les ans, lors d'un examen annuel qui était, là pour le coup, fait par la compagnie Lufthansa, les examinateurs voyaient qu'il y avait eu un antécédent dépressif. Donc, ils étaient censés faire un examen un peu plus poussé que d'ordinaire. Et il se trouve que ces examens-là n'ont jamais rien révélé non plus. Mais la plupart du temps, il était suivi par un psychiatre privé, oui. Alors, professeur Marotte, quelle est la règle ? C'est-à-dire, est-ce que le psychiatre du coin de la rue, et on en connaît des formidables et puis des totalement nuls, comme dans tous les métiers, est le seul à pouvoir habiliter un pilote ? Alors, en ce qui concerne les pilotes professionnels, nous avons des centres d'expertise qui contiennent, eux, un psychiatre référent, voire même un professeur de psychiatrie. Qu'on doit voir tous les combien ? Alors, là... dans ce cas-là, on est à la limite entre l'expertise et la psychiatrie de soins, si je puis dire. En termes d'expertise, je vais parler de ce qui se fait en France. Je pense que ce pilote aurait été inapte, parce que sa biographie à elle seule suffisait tout de même à attirer l'attention. Et vous me dites ça, mais les Allemands sont pas des rigolos. Ben, les Allemands ne sont pas nuls, non, est d'accord. Je suis d'accord avec vous. On les a toujours plutôt cités comme des références de rigueur, des choses comme ça. Oui, mais nous avons un système, nous en France, alors le système d'expertise de médecine aéronautique, qui est certainement un petit peu plus rigide, avec des centres d'expertise. Et donc, dans un cas comme celui-là, eh bien, effectivement, on lui enjoignait de consulter un psychiatre à chaque consultation d'expertise. Mais là, deux questions se posent. D'une part, vous avez affaire à une maladie qui n'est pas absolument constante dans le temps. Donc, lui se sent malade, et donc malade va voir son psychiatre de ville qui constate qu'il est malade. Hein. Oui. Par contre, la visite obligatoire qu'il va passer, le 21 de ce mois par exemple, si c'est dans une phase de rémission, on ne voit pas grand-chose. On ne verra rien. Et d'autre part, ce qui aggrave les choses, c'est que dans ce type de maladie, eh bien... il peut y avoir des pièges au diagnostic. Par exemple, chez le grand dépressif, une fois que sa décision de suicide est prise, eh bien, il peut être d'un calme absolument impressionnant. Oui, c'est ce qu'on voit dans la phase là. Voilà, tout à fait. Et s'il va voir le psychiatre, s'il va consulter alors qu'il est dans cet état-là, le psychiatre peut parfaitement se faire piéger. Et j'ai effectivement des collègues psychiatres qui m'ont dit s'être fait piéger et qui, même en retraite, ont encore ça sur le cœur. Vous êtes en train de me dire, professeur Marotte, qu'il y a une part aléatoire qu'il faut accepter. Qu'un pilote soit maniaco-dépressif et capable de précipiter son avion contre des montagnes, c'est un risque qu'il faut accepter. Non, bien sûr que non. Mais je n'ose pas dire qu'en France, on ne l'aurait pas laissé passer. Enfin, on a quand même beaucoup réfléchi à cette affaire. Notre organisation en France aurait certainement été beaucoup moins perméable à un patient de ce type. Vous pensez plus que les Allemands ? Ouais, je pense. Est-ce que les choses ont changé depuis ce drame ? Chez les Allemands, oui, forcément. Et en France ? En France, ce qu'on nous a demandé, d'abord, si vous voulez, la consultation de psychiatrie vient après une consultation de médecine générale. Je vais prendre un candidat pilote. Il passe sa visite initiale ou il passe des visites de renouvellement. Mais la psychiatrie, c'est une spécialité, comme la cardiologie, comme la pneumologie. Donc je n'envoie pas tout le monde chez le pneumologue, chez le cardiologue, chez le dermato, etc. Ou chez le psychiatre. Ou chez le psychiatre. Donc il me faut un signe d'appel pour l'envoyer chez un spécialiste concerné.
Et s'il n'y a pas de signe d'appel, s'il y a dissimulation? S'il y a dissimulation, eh ben on peut effectivement se faire rouler, oui, bien sûr. Donc le risque continue d'exister, mais je veux dire, c'est bien de le dire. mais on est dans une société qui veut tout couvrir, mais oui. on peut dire aussi ça existe le Oui, risque. tout à fait. D'autant qu'on est dans un milieu, l'expertise de médecine aéronautique, où il y a une seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Oui. Parce que les conséquences, vraies ou imaginées par le pilote, sont insupportables. Y compris sur des choses plus pathologies physiologiques. Oui, pathologie cardiovasculaire. Vision. Non, vision, On peut là, les vérifier. tests, on peut vérifier. Mais si un pilote ne nous dit pas qu'on lui a mis des petits ressorts dans les artères coronaires, des stents pour parler en termes techniques, on n'a aucun moyen de le vérifier. Il y en a, vous pensez? Évidemment. S'ils le disent, ils perdent leur licence. Non, pas forcément. Non. Si vous voulez, ça c'est aussi un mythe qu'il faut combattre. Un pilote, ça coûte cher. Donc on ne va pas jeter un objet cher, pardon pour les pilotes que j'ai traités d'objets, on ne va pas jeter quelque chose ou quelqu'un qui coûte cher comme ça sur un simple caprice. Donc par contre, ce qu'il y a, c'est notre problème n'est pas de déclarer les gens inaptes. Déclarer quelqu'un inapte, c'est à la portée de n'importe quel... j'ai failli dire crétin. Ouais. Par contre, vous remettre apte, vous remettre en vol, ça c'est la vraie science. Sous condition. Mais à ce moment-là, on vous surveille, on vous fait rentrer dans un processus d'expertise, de contrôle, de réhabilitation, qui certes est un petit peu angoissant, mais il faut avoir la conscience qu'on ne jette pas les gens comme ça. Laurent Oberton, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que cette affaire n'est pas due aussi essentiellement au dispositif antiterroriste post-11 septembre? Parce qu'avant, il aurait ouvert la porte, le commandant. Il serait rentré, il lui aurait mis son poing dans la gueule. Oui, alors effectivement, mais on a déjà eu des cas, hélas, de suicide de même nature, et même un pilote s'était suicidé, et la copilote était à côté de lui et n'a pas pu l'empêcher de propulser l'appareil au sol. Donc, le BEA n'a pas donné d'indication pour changer ce système d'accès à la cabine de pilotage en estimant que le risque de suicide resterait toujours très inférieur au risque d'attaque terroriste. Donc pour eux, il ne faut pas changer la situation. On a demandé aux compagnies éventuellement de toujours demander aux membres d'équipage d'être au moins à 2 dans le cockpit quand l'un des 2 pilotes voulait s'absenter pour satisfaire un besoin naturel. Mais il n'y a pas eu de demande formelle de modifier cette sécurisation des cabines de pilotage. Merci Laurent Berton. Pardon, je vous coupe parce que le chronomètre est le chronomètre et on arrive vraiment au bout du programme. Je conseille vraiment votre bouquin. J'ai pas eu l'occasion de le lire longtemps, mais c'est une réflexion passionnante sur ce drame. Ça n'est pas que la description du drame. Ça s'appelle Le diable du ciel aux éditions Ring. Merci professeur Marotte. Merci de votre demain, invitation. je veux le dire, je raconterai une grande affaire criminelle et la meurtrière sera là. Elle sera mon invitée. C'est l'affaire Rodica Negroiu.